Je me présente, je m'appelle Dimitri Bortnikov, je suis né en 1968, en plein milieu, comme on appelle ça, le champ de plomb, en Russie. À cette époque-là, ça s'appelait URSS. J'ai vécu à l'intérieur d'une société qui n'était pas une vraie utopie, mais qui tendait à devenir une société juste pour les gens justes. Notre leader, c'était le leader de parti. On ne connaissait pas véritablement le leader à part la télé ou les radios. Et encore, à la radio, on n'entendait pas beaucoup. C'est la télé qui nous présentait comme une tête parlante à la radio, à la télé. Et là, il nous annonçait les changements de politique, les changements de course de parti. Il y avait une partie du peuple russe qui était le membre de parti. Il y avait ceux qui n'étaient pas membres de parti. Ma famille n'était pas membre de parti, ni ma mère, ni mon père. Mais ce que je peux dire moi-même, que le leader, je n'ai vu, je n'ai survécu d'eux. Parce que deux leaders que j'ai connus, ils étaient déjà très très vieux. Le premier leader du parti, c'était pas seulement le leader du peuple russe, c'était aussi le leader du parti. Il était issu d'une paysannerie. Souvent, les leaders de parti sortaient d'une paysannerie, comme Khrushchev, comme Staline, comme Brejnev, comme Tchernenko, et puis il y avait pas mal d'autres. C'était les leaders de parti. Et dans la partie, il y avait la guerre intestine presque permanente, surtout après la révolution d'octobre en 1917, jusqu'à l'avènement du Staline. Staline a terminé en coupant les têtes, il a terminé la guerre intestine dans la partie, il a éliminé tous ses opposants et ça a duré, cette politique d'un seul tsar, parce que ça a été un tsar, ça a duré jusqu'à l'avènement de Khrushchev. Je ne l'ai pas connu, je suis né en 1968, donc Khrushchev n'était plus au pouvoir, c'était Brejnev. Et Brejnev était un homme extrêmement gentil, très affable, très aimable, surtout avec les femmes. Et à la jeunesse, il était très beau, très grand. Il a participé à aux Seconde Guerre mondiale. Il a été blessé. Il a eu plusieurs décorations assez importantes. Et il a été perçu comme un leader en quelque sorte, à ses débuts, comme un leader en quelque sorte idéal pour l'Union soviétique. Parce qu'il a participé à la guerre, il est devenu le leader de l'État de l'Union soviétique en étant encore assez jeune, ce qui était déjà assez étonnant pour la partie communiste, pour le Politburo, comme on appelait ça à l'Union soviétique. Donc il est mort très très vieux, toute l'Union soviétique était en deuil. Pendant 3 jours, la télé était toute noire et on a diffusé la musique classique à la télé. Mais en fait, le peuple, il ne portait pas le deuil de Brejnev parce que le peuple russe qui habitait en dehors de Moscou, il ne sentait pas le lien véritablement. Les gens de parti, même en Provence, eux, par contre, ils sentaient qu'il y aura des changements. Il y avait, tout de suite après la mort de Brejnev, il y avait un autre leader de parti qui était encore plus malade, encore plus vieux, Tchernenko, qui était leader de son lit, en quelque sorte. Il n'arrivait même pas
à prononcer un discours. Et du coup, il y avait 2 secrétaires qui parlaient à sa place. Et lui, on nous a montré 2 ou 3 fois à la télé la tête d'un homme malade, très vieux, bien plus vieux que nos propres arrière-grand-mères. Et après, il est disparu complètement, il est mort. Ensuite, il y avait un autre leader qui était plus complexe, qui était plus perfide, si j'ose dire, et qui n'appartenait pas au noyau de la partie communiste. C'était Andropov, Yuri Andropov. C'était le chef de KGB. Lui, il voulait changer le cours de l'histoire, il voulait ouvrir l'Union soviétique, mais il ne voulait pas ouvrir à la Gorbatchev, il voulait ouvrir tout doucement. Mais il était tellement malade qu'il en est mort. Par les citoyens, les leaders soviétiques, les leaders communistes, des partis communistes, ils étaient perçus soit comme des vieux qui sont complètement loin de la vie réelle, soit ils étaient vus comme les sauveurs. Après la guerre, Staline a été vu véritablement comme le père du peuple. Et ma mère m'a raconté qu'à la mort de Staline, elle avait 10 ans et elle a pleuré. Parce qu'elle sentait qu'elle perdait quelqu'un qui était le seul à pouvoir assurer la sécurité des gens et la sécurité du pays. Et c'était très important, parce que les Russes, enfin le peuple russe à l'époque soviétique, il vivait entouré des pays capitalistes qui ne voulaient pas que ce projet communiste, projet de construction d'une société juste, du coup, les leaders, ils étaient perçus soit comme quelqu'un très 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 lointain, quelqu'un qui habite sur les nuages, soit comme véritablement le père du peuple. À la mort de Brejnev, véritablement le pays n'a pas porté le grand deuil, parce qu'il était à la fois très près du peuple, mais il n'a pas fait véritablement ses preuves. Il n'y avait plus de guerre. Il était plutôt un bon vivant. Il souriait tout le temps, il embrassait tout le monde. Staline, il jamais embrassait les gens. Les leaders après Staline, ils sont devenus comme les citoyens. C'était des simples citoyens, tandis que Staline, pour le peuple russe, pour les citoyens, c'était une sorte de dieu ou tsar, ou un membre de famille qui assure la sécurité, qui est le seul qui peut protéger son peuple. La société où je suis né, la société où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, c'était une société qui investissait sur 2 choses très importantes, c'était l'éducation, la santé, et 3e chose, c'est le développement de technologies, de sciences, d'où on peut parler d'exploration scientifique. L'exploration d'espace. Il y avait 2 choses. Il fallait dire 2 choses. D'un côté, notre société a été conçue pour être juste. Être juste, être bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de concurrence. L'économie était planifiée. Pendant 5 ans, l'État donnait les règles à jouer pour développer l'économie. Le système était extrêmement centralisé parce que le pays, un État énorme, c'est le plus grand pays du monde, donc il fallait que le pays soit centralisé. Et tout se passait à Moscou. Tout était décidé à Moscou. Il n'y avait pas plusieurs programmes d'éducation. C'était l'éducation nationale
c'était la sécurité sociale nationale. On n'avait pas des variétés de programmes scolaires. Mais on ne se sentait pas privé de quelque chose, parce que c'était normal. On n'avait pas à comparer à une autre école. L'éducation était quelque chose de très important. On sentait que c'était quelque chose de très important. Il fallait bien enseigner. Nos profs étaient à la hauteur, souvent à la hauteur, parce que c'était les gens qui avaient des idées. Et ils s'appliquaient à bien transmettre leurs idéaux du juste, du bien et du beau. C'est presque la conception philosophique de Platon, de la République de Platon. On était éduqués d'un côté. C'était une société traditionnelle, ça veut dire on savait très bien la différence entre le vieux et le jeune, entre le nouveau et l'ancien, et on était éduqués de façon à respecter le passé. Mais par contre, dans ce respect de passé, l'État nous fournissait une seule idée du passé. Il n'y avait pas de querelle des passés. Il n'y avait pas de querelle des historiens qui disaient ah non, c'était pas comme ça, non, c'était pas comme ça. C'était la seule rivière de l'information. Et nous, on lisait, on connaissait notre histoire, on connaissait l'histoire de France. C'était très important, l'histoire des pays voisins. Mais c'était toujours l'histoire qui portait les traces de Marx et Engels, les traces de lutte de classe. Une très très grande partie d'éducation était l'éducation physique et, si j'ose dire, spirituelle. Dans notre salle de gymnastique, c'était marqué « В здоровом теле здоровый дух ». C'est une expression grecque, en français ça va sonner « dans l'esprit, dans le corps sain, l'esprit sain ». Et moi, je vivais ça de façon assez harmonieuse. On écoutait la musique classique, on était au théâtre. Les théâtres pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était gratuit. On peut dire aussi que la vie quotidienne pour nous, était une aubaine. C'était gratuit. Le chauffage était gratuit, le téléphone était gratuit, les billets de chemin de fer pour une partie de population 2 fois par an étaient gratuits pour partir en vacances. Les vacances étaient soit 3 mois, soit 2 mois. Mon père qui était prof, il avait 3 mois de vacances. Il avait 2 billets d'avion gratuits pour partir en vacances. En fait, c'était une société juste pour les gens qui travaillaient. Il n'y avait pas de chômage. Ça, je peux vous dire que les gens qui voulaient travailler, ils pouvaient trouver du travail très facilement. Il n'y avait pas de chômage. Et la sécurité sociale était juste. Ensuite, il y avait un manque de lucidité sur la nature humaine dans cette société. On avait les libertés individuelles, se déplacer comme on voulait partout dans le pays. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour y arriver. Il fallait juste avoir le passeport. Et le passeport, j'ai eu mon premier passeport à l'âge de 16 ans. Et ensuite, je changeais mon passeport tous les 20 ans. Il n'y avait qu'un seul passeport qui date de l'époque. Cette notion du passeport date de l'époque de Staline. Parce que c'est Staline, après la guerre, sous l'influence des anciens combattants qui sont rentrés chez eux, il a commencé à ouvrir un petit peu les vannes, à s'ouvrir un petit peu pour éviter la révolution ou un coup d'État des anciens combattants. Parce que les anciens combattants qui ont vu Tchécoslovaquie, qui ont vu Pologne, qui ont vu Allemagne, qui ont vu Autriche, ils ont vu l'autre monde. Et
il ne pouvait pas rentrer dans la même cage après avoir vu la liberté, même si c'était la liberté de la guerre. Donc Staline, il a donné les passeports aux paysans, parce qu'avant, les paysans n'avaient pas de passeport. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans demander le passeport, parce que pour chaque déplacement, il fallait demander un passeport jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'aux années 50. Ensuite, chaque citoyen, à partir de 16 ans, devait avoir le passeport. Ce n'était plus le droit, c'était l'obligation. Ensuite, on écrivait les livres, on peignait. Simplement, les gens qui voulaient exercer leur métier, ils étaient quand même, je ne dirais pas surveillés, mais ils étaient métiers d'art, comme peintre, comme musicien. Ils pouvaient exercer ce métier librement jusqu'à un certain niveau. Dès qu'un musicien, un compositeur, un jeune compositeur qui voulait écrire les symphonies, dès qu'il partait par exemple de Samara ou de Kazan à Moscou, pour apprendre, il fréquentait des milieux intellectuels. Et les milieux intellectuels, à cette époque en Russie, c'était le chaudron où parce que les idées, on ne peut pas les contenir, ça transpire. L'Occident travaillait, la Russie travaillait URSS pour que l'URSS s'ouvre. Et au bout d'un certain niveau, en écrivant, un peintre ou un sculpteur ou un compositeur était obligé de devenir le membre de l'Union des écrivains. Et là, il a été, si j'ose dire, coiffé comme tout le monde. Le collectif était plus important que la personne, que l'individu. Il suffit de regarder La liberté de Shostakovich, de Prokofiev, qui, en ayant presque les mains liées, ont réussi à faire quelque chose que même avec les mains de liés, aujourd'hui, on ne peut pas le faire.